Basketball On Air. Eurocup, aujourd'hui au programme avec non pas 3 matchs, mais 4 sur lesquels nous allons revenir. En effet, on a eu des petits soucis pour accorder nos plannings avec Corentin entre le match de l'Hapoel Tel Aviv et celui de Badalone, mais Corentin est bien en ma compagnie pour parler donc des 4 derniers matchs depuis le dernier épisode. Comment vas-tu, Corentin ? Au top que des victoires, donc comment on ne pourrait être plus heureux? Ah oui, d'autant que Paris nous a plutôt régalé et continue donc d'être invaincu dans la compétition avec 7 victoires en autant de matchs. Depuis notre dernier podcast ensemble, Paris l'a emporté après prolongation contre Londres et Badalone dernièrement. Il s'agissait même d'une double overtime en Angleterre. Paris a également disposé d'une assez faible équipe de Prométhée qui depuis d'ailleurs a un petit peu renouvelé son effectif. Et enfin, on a également eu l'écrasante, même l'éclatante victoire contre l'Hapoel Tel Aviv, 114 à 87. Et Corentin, c'est presque sur ça que j'ai envie de te lancer immédiatement. Parmi les gros points positifs de ces derniers matchs pour Paris, figure en premier lieu l'attaque, parce que Paris est, même si bon, en championnat également, il y a eu de sacrées perfs offensives, Paris a d'abord une identité défensive, mais en Eurocup, force est de constater que Paris est l'une des meilleures attaques. C'est tout simplement la meilleure attaque de l'Eurocup avec plus de 101 points inscrits par match. Est-ce que toi, ça t'impressionne et qu'est-ce que tu remarques dans cette attaque parisienne qui performe peut-être encore mieux que dans son championnat domestique ? Alors, beaucoup de choses, je vais essayer d'organiser ma pensée. Euh, je trouve que cette attaque est impressionnante à plus d'un égard. La première chose qui m'a choqué au début de saison, c'était cette grosse défense pour ensuite attaquer sur la transition, etc. Or, on a vu notamment contre Londres comment dire, des pick-up systems, donc des systèmes dessinés très vite, ou même juste des principes de jeu très forts, comme par exemple des pick and pop intéressants avec Jan Tunen, qui je trouve monte en puissance, et aussi avec des mecs qui arrivent à sortir des fois de leur chapeau, comme Herrera. Deuxième chose, le truc que je trouve le plus intéressant, c'est que même lorsqu'en fin de possession, il y a des galères, tu passes la balle à TJ Short, et puis maintenant de plus en plus à Nadir Rifi, et ça cartonne. Donc, quelque part, c'est surprenant, puisque c'est Bonne qui est arrivé à Paris pour beaucoup de gens, mais il y a un système, mais qui est ajouté au fait que tu as des gars qui n'étaient pas forcément à Bonne, comme Banjassi, comme Nadir Rifi, qui performent. Donc il y a ça, et puis enfin je trouvais que le truc qui était intéressant, c'est les placements et ce qui se voit pas aussi en attaque. Alors je vais pas parler de Ward et tous et Malcolm qui pour moi font un taf incroyable, mais ça on va le réserver pour une prochaine émission. Je suis sûr qu'ils vont nous faire des choses très positives dans le futur, mais je voudrais notamment parler de Leon Kratzler qui, notamment son placement au rebond, son sacrifice et son implication offensive sans ballon est folle. Très honnêtement, regardez Ward, regardez Malcolm, regardez Herrera ou Kratzler. J'aime beaucoup ce qu'ils proposent en attaque sans ballon. Ça se démarque, ça met les bons appuis, les bons écrans en retard pour choper des rebonds défensifs et offensifs, pardon. Ça se bat aussi, même s'ils n'ont pas le rebond, pour choper une balle en deuxième main. Non mais ça régale en fait. En fait, si vous regardez le match contre Badalone, le dernier, qui a été gagné en prolongation, vous avez un peu la patte Paris Basketball, et j'espère que ça va durer. Est-ce que tu peux un petit peu détailler cette patte Paris Basketball que tu as vu dans le dernier match ? Qu'est-ce qui pour toi sont vraiment les caractéristiques clés et que tu as vu dans cette rencontre en Espagne ? En fait, pour être très clair, ils ont gagné contre une équipe espagnole avec un jeu stéréotypé à l'espagnol. Je m'explique, pardon. Gros niveau de pression défensive avec, on a vu Nadir Rifi notamment prendre tout terrain et meneur adverse, avec aussi énormément de jeux de transition alimentés par la défense, avec des tirs souvent en première ou deuxième intention, avec des coupes à 45, avec des mecs qui ont pas peur de laisser, on va dire, après le pic, de supporter l'attaquant derrière leur dos, comme TJ Short, et mettre des mid-range, des petits flotteurs, essayer de prendre ces intervalles-là. Et en fait, c'est très dur de prendre Badalone à son propre jeu pour plein de raisons. La première, c'est que c'est une équipe qui avait quand même en début de saison un effectif impressionnant. Là, sur ce match, ils ont fait jouer énormément de jeunes, et ils ont pas mal joué, ces jeunes-là, parce qu'ils ont fait un match de traîneur, et malgré tout, il s'en est fallu de peu pour qu'ils l'emportent.
et puis surtout parce que aller gagner à Badalone avec l'ambiance qu'il y a dans cette salle et je dirais même la culture qu'a ce club en jouant à leur propre jeu, c'est très très fort. Très très fort. Oui, d'autant que l'ambiance était tu fais bien d'en parler, l'ambiance était un petit peu hostile sur ce match. Des joueurs parisiens ont rapporté qu'il y a eu des cris racistes, notamment en fin de rencontre. Donc voilà, le contexte n'a en plus pas aidé. Alors Badalone avait certains absents, c'est pour ça qu'ils ont fait jouer pas mal de jeunes. Il y avait notamment l'absence du pivot Ante Tomic. Mais c'est vrai que Mm. c'était quand même, encore une fois, Paris qui enchaînait seulement 48 heures après sa victoire à Cholet. Donc il y a évidemment également l'enchaînement des matchs et pourtant Paris arrive toujours à performer. Je disais que Paris a la meilleure attaque en Eurocup avec plus pardon, de 101 points marqués par match. Mais c'est aussi, alors on pourrait se dire que c'est en raison des prolongations, notamment qu'a joué Paris, mais il y a le compte Twitter Clutch Data qu'on vous invite à aller suivre qui sort énormément de statistiques sur le championnat de France et également les championnats d'Europe, qui a notamment sorti que Paris a le meilleur offensive rating, donc le meilleur nombre de points marqués sur 100 possessions, et le meilleur net rating, c'est le rapport entre l'attaque et la défense, également d'Eurocup. Donc ça prouve le niveau offensif qu'a Paris sur ce début de saison en Eurocup. C'est également la meilleure évaluation collective. C'est Ça l'équipe veut qui dire perd le beaucoup de moins. choses. Voilà, c'est l'équipe qui perd le moins de ballons. Meilleure évaluation collective, ouais, ça dit aussi beaucoup de choses sur cette équipe. On l'avait déjà mentionné avant, mais qui peut compter sur la profondeur de son effectif. Et justement, j'ai envie de te demander ça, Corentin. Paris, malgré justement l'enchaînement des rencontres, arrive toujours à avoir ce niveau plancher qu'on mentionne beaucoup dans nos débriefs d'après-match. Mais pour toi, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui fait que Paris arrive vraiment à avoir toujours ce niveau plancher? Est-ce que c'est sa profondeur d'effectif, justement? Est-ce que c'est son socle défensif, même si ça se voit peut-être un petit peu moins en Eurocup? Ou est-ce que, tu le mentionnais également, ce sont beaucoup de systèmes avec du jeu sans ballon qui amènent forcément des paniers assez faciles pour les joueurs qui sont par exemple les role players? Qu'est-ce qui pour toi prévaut le plus dans ce niveau minimal que Paris arrive à afficher sur 40 minutes à chaque rencontre? Alors les stats que tu as citées au début pour, étayer enfin introduire les propos, je trouve qu'elles sont parfaites et c'est important pour les gens de comprendre de quoi on parle et puis surtout, je pense que si, Paris, ne baisse pas, en fait, a toujours le pied au plancher et continue d'enchaîner les victoires, c'est non pas par, je dirais une grosse rotation parce que, tout le monde va te dire: «Oui, c'est pas On des a joueurs constaté référencés malgré tout européens». quelques trous d'air, hein. Malgré les Ouais, rotations c'est sûr. nombreuses, il y a parfois des cartons où bah, tous les joueurs sont un petit peu plus fatigués ou en tout cas ont beaucoup moins d'efficacité. Ah, c'est sûr, dû à l'abattage, dû au fait que, c'est encore, ce que je disais, c'est pas des joueurs avec des références européennes folles. Tu regardes typiquement, l'effectif, d'un Grand K, par exemple, tu as des mecs qui sont à leur 3e, 4e saison d'Eurocup et cetera. Là, tu as des mecs qui sont, sophomores, novices ou encore qui ont, une expérience mais ailleurs et c'est ça qui est super pertinent. C'est que, il faut vraiment le saluer le travail du staff qui est mentionnable dans la mesure où tu vois qu'il y a des principes de jeu clairs, définis, que les mecs sont au pas, qu'ils les respectent et que quand bien même ils n'arrivent pas à des fois à revenir au score ou qu'ils perdent, ils se disent bon bah on va quand même essayer de respecter ces principes-là pour revenir au score. Et donc du coup c'est super intéressant parce que quelque part ça attire le public. Deuxième chose, ça permet aussi à des joueurs de sortir de leur poche. J'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Enzo Charvin ou Charvin, je ne sais pas comment on prononce, et Michael. Alors, je galère toujours à prononcer son nom de Kessels. famille, Kessels, notamment à Badalone ou à Londres. En fait, j'ai trouvé ça très intéressant parce que les mecs ne sortent pas de leur boîte. Non, 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 c'est juste qu'ils respectent le rôle qu'on leur a donné. Et malgré tout, quand on leur demande de sortir de leur boîte et mettre des paniers, comme Herrera par exemple, eh ben, ils le font. Et donc quelque part, il y a ce truc de, tu as des maestros, tu les laisses jouer, ils ont la baguette, comme TJ Shorts, comme Nadir Ifi, mais quelque part les autres sont alignés derrière, savent ce qu'ils ont à faire, connaissent les principes de jeu, restent dans leur rôle jusqu'au moment où, bah, s'il reste 6 secondes, bah, les mecs ils vont envoyer la praline, la patate chaude et ils vont la mettre dans le panier. Et ça, c'est super important. Et ça montre qu'il y a eu énormément de scouting à l'avance sur qui tu vas recruter, qui va bien s'intégrer. Et surtout, que je pense que la salle de scouting de l'extérieur de l'équipe adverse, elle doit bien chauffer avant les rencontres parce qu'il y a un vrai travail qui est fait. Et c'est super intéressant parce que
si tu regardes la saison de Paris par rapport à l'année dernière, l'année dernière, il y a eu beaucoup de blabla sur des principes de jeu, etc., qui au final, on a vu, hein, s'ils ont été respectés, voire partiellement respectés, ils n'ont pas été rentables. Alors que là, il y a peut-être moins de systèmes, mais il y a des principes de jeu clairs et ils sont respectés. Et c'est intéressant que tu parles également de scouting. C'était le dernier point un peu positif que je voulais aborder. C'est qu'on a l'impression que Paris, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, arrive toujours à imposer sa patte un petit peu à l'adversaire. Alors pas forcément en faisant des choses différentes offensivement, mais je trouve notamment que c'est plutôt le cas défensivement, où Paris arrive à chaque fois à s'adapter à son adversaire, à s'adapter aux joueurs les plus forts qu'il y a en face. Est-ce que toi aussi, tu as dénoté cela? Et forcément, ça découle d'un bon scouting, d'une bonne comment dire, préparation des équipes adverses. C'est clair. Et en fait, tu ne peux pas gagner si tu prépares pas bien tes rencontres contre Londres ou Badalone. Tu vois, c'est vraiment le truc de se dire, ils sont accrochés, ils ont été jusqu'au bout. C'est qu'ils ont eu cette lucidité pour gagner. Malgré tout, il y a quand même eu quelques trous d'air notamment contre Londres. Tu vois, il y a encore des choses, notamment de la naïveté en défense pour Horde et John Toonen, qui font des choix de faute en fin de match qui sont allez, discutables, on va dire. Mais le vrai match référence pour moi, c'est contre la Poel. En fait, la Poel, si tu scoutes pas bien, tu vas te retrouver à te faire massacrer athlétiquement. Alors que les équipes se valent athlétiquement. Et je trouve que le duo Malcolm et Horde ont très bien compris très vite que la bascule dans ce match se ferait avec leur domination. Et ils m'ont rappelé un peu le duo Hervé et Samson de la Virtus Bologne il y a 2 ans quand ils gagnent l'Eurocup. Et c'est pas un mince compliment que je leur fais parce qu'en fait, ils ont pris les bons intervalles, ils donnaient de l'énergie, toujours des solutions d'attaque. Et c'est très plaisant pour des joueurs, notamment américains, de voir ça en fait. Parce qu'on n'est pas habitué à ça. Et donc du coup, dans une équipe parisienne qui est bien préparée à ces match-ups, avoir des mecs qui ont compris leur rôle et savent où aller et savent que c'est leur match, ça fait une bascule incroyable. Et je trouve que sur le niveau global de l'Eurocup, on est sur du jeu plaisant et dominant. Et la suite de la saison va être folle. Moi, ça y est, je suis dans le wagon là. Je suis parti et on est à toute blinde. Où tu nous fais la transition pour notre focus du jour. Je vais juste rappeler encore quelques chiffres parce que cette rencontre face à la Poel Aviv, Paris a établi trois de ses Mm. records en Eurocup. Le nombre de points marqués, 114. Le nombre de tirs à 3 points inscrits, 19. Également le nombre de passes décisives, 28. C'était un véritable festival offensif. Ça s'est presque transformé en un All-Star Game vers la fin, tellement Ouais. Paris ne lâchait pas le pied sur l'accélérateur. Mais donc voilà, ça nous conduit. Alors forcément, Paris a vaincu. On n'a pas forcément beaucoup de points négatifs à évoquer. On l'a dit, c'est parfois ces trous d'air malgré les nombreuses rotations. Ce sera quelque chose à surveiller dans les semaines à venir. Donc, mais Corentin, tu me faisais la transition toute trouvée pour notre sujet, pour notre focus du jour plutôt. J'avais envie qu'on se pose la question, et c'est là aussi où ton regard plus global sur le Rock-Up va nous permettre d'en savoir un petit peu plus. Moi, j'ai posé comme question, est-ce qu'avec Grande Canaria, qui est aussi la seule autre équipe invaincue en Eurocup, Paris est-il désormais l'un des grands favoris au titre? On plaçait le club parisien en début de saison dans les prétendants, dans les outsiders, mais maintenant, avec 7 victoires en 7 matchs, on a envie de dire que Paris peut viser et même se doit de viser le titre quasiment. Qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que c'est vraiment ça? On va avoir vraiment cet affrontement un petit peu rêvé pour une potentielle finale entre Grande Canaria et Paris? Alors, je pense pas m'emballer en étant totalement d'accord avec toi. Il y a plusieurs éléments qui nous le montrent. Prométhée qui déçoit énormément, l'Olympia Ljubljana qui fait très peur au vu du budget mis dedans, Venise pareil, et des grosses équipes, notamment l'ancien finaliste Turk Télécom qui est déjà en fait hors de la course au playoff. Une victoire, 6 défaites, ça commence à peser. Buduknos qui galère également. Donc, très clairement, je pense que Paris est très bien placé et que dans l'autre groupe, qui, je trouve, est beaucoup moins équilibré, non pas sur le papier, mais dans les faits, ils sont dans les favoris. Reste à voir ce qu'ils vont faire en playoff contre des équipes un peu surprises ou au moins, du moins, moins cotées, comme Cluj-Napoca, l'équipe roumaine qui fait un 6-1, un club qui travaille bien depuis des années. On les a vus en BCL notamment il y a quelques années. Bourg-en-Bresse, qui a mentionné également.
et puis Ulm. Donc ces équipes-là, ça va être intéressant. Et j'en glisserai une petite à Lietkabelis, que Paris avait avait vaincu l'année dernière en play-off, qui sont revenus d'un gros déficit pour aller s'imposer lors de la précédente journée. C'est quelque chose à voir. Mater le dernier quart-temps, c'est vraiment incroyable. Donc il y a le fait que c'est très intéressant dans la mesure où tu vois Paris, mais tout de suite dans les favoris au titre. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est un, ne pas s'emballer. Deux, qu'il peut y avoir des équipes surprises. Je pense ceux que j'ai mentionnés. Et que trois, le chemin est encore long. Le chemin est encore long. On voit Mehdi Nguama qui a été pris, qui est un très bon supplétif, je trouve, dans un rôle comment je dirais-je, de Energizer. supplétif. Ouais, d'energizer, ouais, c'est ça. C'est rentre sur le terrain, mets le feu. Si ça marche pas, écoute, tu sors très vite. Par contre, sinon, tu restes un peu. À voir notamment sa défense et surtout ses déchets dans le futur. Mais c'est un joueur que j'apprécie, que je trouve très intéressant. Donc c'est passionnant. Cette saison d'Eurocup va être passionnante parce qu'il y a moins de grosses têtes d'affiche et les têtes d'affiche qu'on pensait dominer, au final, déçoivent. Et donc, du coup, on a des classements qui sont assez bousculés. Et je pense que le titre pour Paris va pas être super facile parce que bon, c'est quand même l'Eurocup, c'est un sacré niveau. Mais malgré tout, la trajectoire est la bonne. Il faut juste la suivre. Et on voulait se poser ces questions parce que Paris, quand même, voilà, on, on, s- on va pas se mentir que j'avais un petit peu cela en tête déjà après le premier épisode, mais Paris n'avait pas forcément joué de gros concurrents directs, on va dire. Mais là, après avoir battu la Poel Tel Aviv, après avoir réussi à vaincre Londres chez eux, Badalone également à l'extérieur, bon, toutes ces victoires n'ont pas été aisées. Il y avait également la victoire contre Prométhée, mais Prométhée, voilà, qui vient un début de saison compliqué, tu le disais. Donc, elles sont significatives, je trouve, mais faut peut-être pas non plus trop s'emballer. Mais c'est vrai que c'est encourageant. Et comme tu le disais, par exemple, il peut y avoir des équipes surprises. Pour Bourg-en-Bresse peut en témoigner avec Lietka Bélissin lors de son match Mhm. c'était il y a 2 journées de cela, où les Lituaniens ils font un premier carton à 100% au tir et au final ils arrivent à s'imposer alors que Bourg-en-Bresse sur le papier a un niveau supérieur. Je voulais juste te poser une question supplémentaire, tu l'as déjà un petit peu évoqué, mais en tout cas sur les réseaux sociaux notamment, on estime que le niveau de jeu global de l'Eurocup est un petit peu en baisse, mais déjà c'était peut-être déjà le cas encore l'année dernière, peut-être encore plus, un peu plus cette année. Mais est-ce que les gens n'ont pas aussi ce prisme par rapport au Paris qui est un petit peu meilleur, déjà que Paris avait su dominer un petit peu, en tout cas les phases de poule de l'Eurocup Mhm. avec sous Will Weaver, alors que l'équipe ne jouait pas forcément très très bien. Est-ce qu'on n'a Oui. pas un petit peu encore plus ce décalage parce que Paris là est une toute autre équipe cette année. Alors, c'est une excellente question. Alors là-dessus, on pourrait ergoter pendant des heures sur la différence BCL Eurocup. Moi, je vais être très clair. J'ai tout de suite regardé énormément la BCL quand elle est sortie, notamment parce que les matchs étaient gratuits. Étant étudiant, j'avais pas le choix. Malgré tout, je trouve qu'avec le temps, disons que les deux compétitions sont devenues similaires, avec le plancher de l'Eurocup qui est redescendu et le plafond de la BCL qui est monté. En gros, si on coupe les ligues européennes en trois groupes, le premier groupe d'équipes européennes vont soit jouer en Eurocup, soit en Euroleague. Ensuite, le deuxième niveau est partagé entre Eurocup et BCL. Et puis, il y a un troisième niveau qui va avoir tendance à être invité aussi en Eurocup parce qu'il représente des gros marchés. Et donc, du coup, tu te retrouves dans une situation où forcément les deux ligues sont un peu au coude à coude. Malgré tout, ça fait 2 ans que je regarde plus la BCL. Faute de temps déjà, et puis aussi parce que concrètement, je trouve que la compétition est, euh, est moins passionnante que l'Eurocup. L'Eurocup, tu as quelque part cette place en Euroleague, quelque part tu as du scouting pour voir des mecs qui vont finir en Euroleague après, et sauf contre-exemple, les joueurs que tu vas regarder jouer en BCL vont pas forcément évoluer en allant en Euroleague. Et puis, il y a une dernière chose, il y a le prisme déformant. C'est un prisme déformant de se dire, oui, le niveau a baissé puisque Paris domine. En fait, c'est une très bonne chose. Enfin, je veux dire, on va pas se plaindre. On a tellement galéré dans le basket européen il y a 10 ans de ça. Moi, je me rappelle les compétitions où l'Asvel perdait contre Trento en Eurocup. Donc, les copains, ceux qui font, vraiment profitons.
Et je pense qu'il y a pas de discussion à avoir sur les niveaux de ces deux compétitions. Elles sont similaires. Moi, je suis monté dans le wagon, comme je l'ai dit précédemment, et je trouve également que c'est intéressant parce que ça fait du bien de voir que, oui, ils dominent, mais c'est pas parce que le niveau est redescendu. Ils dominent parce qu'il y a un projet de jeu, parce que les joueurs sont tous alignés vers le coach. Vous avez vu des dingueries à Paris récemment là? Non, tout le monde est en ligne. Il y a du basket plaisir. On voit que les mecs prennent du plaisir, ils en donnent. Et, euh, et puis, c'est une superbe image pour le basket français. Kiffons, profitons. Mais oui, je pense que c'est le bon mot d'ordre. Et puis, autre exemple qu'on peut mettre par rapport à la BCL, c'est que par exemple, Dijon et Strasbourg, qui sont en galère en championnat de France pour le moment, bah, performent bien en BCL. Et c'est pas forcément parce que le niveau est moindre, c'est parce que, bon, bah, déjà, il y a des joueurs qui veulent aussi se montrer sur la scène européenne, Mm. ça peut jouer. Et parce que, bon, voilà, il y a comment dire, il y a des match-ups qui sont différentes. Si tu tombes face à des équipes qui sont plus des pays de l'Est, que le championnat de France c'est beaucoup plus athlétique, que tu peux dominer plus facilement également, mais c'est pas forcément dû au niveau global. Et donc voilà, c'est vrai que Paris domine cette saison, mais c'est parce que Paris est une bien meilleure équipe que la saison dernière, que ce soit en termes de qualité individuelle et également de niveau de jeu collectif, tout simplement. Bah, je pense qu'on peut en terminer là. Je pense qu'on se redonnera rendez-vous peut-être dans un ou deux épisodes sur Paris est-il toujours l'un des grands favoris à Grande Canaria. Peut-être qu'une autre ou deux équipes vont s'immiscer dans ce duo. Mais pour voilà, terminer tout doucement notre troisième épisode de la saison consacré à l'Eurocup, bah, Corentin, dis-moi quel événement tu as retenu des 4 derniers matchs de Paris. Alors pour le coup, il y en a à l'appel, hein, entre la double prolongation contre Londres, il y a eu des imbroglios, notamment à la table de marque également en Angleterre. Il y a eu l'affaire de cris racistes à Badalone. Voilà, il y a pêle-mêle de choses qu'on peut retenir. Mais toi, qu'est-ce que tu retiens en priorité de ces 4 derniers matchs? J'ai l'habitude d'être original sur plein de choses, mais là, je vais être tout à fait relou. Je vais prendre Badalone avec le fait que TJ short sur une action. Il laisse glisser la balle, un peu à la Chris Paul comme ça, pour temporiser. Il la prend, il fait un tout droit. C'est-à-dire que le gars, il s'est pas posé de questions. Il a dit tout droit. Il termine sur un espèce de jelly là, ça rentre et tu te dis ah ouais, il est à l'aise lui, il est à l'aise ce garçon. Voilà. C'est très simple, mais ça résume tout ce qui est TJ Short, parce qu'on a l'impression que quand il prend le ballon en dribble, alors il n'a pas besoin que de faire des tout droits, il est aussi capable, justement, tu le disais, d'amener son défenseur derrière lui, de jouer un petit peu avec ça. Mais c'est vrai que quand TJ Short part en drive ou en contre-attaque, c'est assez incroyable à voir, tellement son premier pas est rapide. Et au-delà de son premier pas, tous ses pas, j'ai l'impression, sont rapides. C'est un Mm. petit peu Speedy Gonzalez sur un terrain de basket. Et moi aussi, alors je vais choisir deux choses liées au match à Londres. Une action, le poster de Colin Malcolm sur Sam Dekker, qui aurait pu être l'un des héros londoniens. C'est lui qui avait arraché la première prolongation, il me semble, sur un tir à 3 points. Mais je vous conseille d'aller voir le poster de Colin Malcolm. Ça corrobore un petit peu avec c'est un petit peu le premier match fondateur de l'ailier américain à Paris. Et donc après, il n'a signé que des grosses performances. Et voilà, c'était à souligner également. Moi, ce qui m'avait un petit peu choqué à ce niveau-là, c'est l'imbroglio qu'il y a eu à la table de marque avec Oui. Mikael Jantunen, qui a joué plus d'une minute, alors qu'il aurait normalement dû être éjecté pour 5 fautes. Les arbitres s'en sont rendus compte après. Alors je ne sais pas comment, mais en tout cas, voilà. C'est quand même à ce niveau-là, c'est un petit peu dérangeant, surtout que le lendemain, en BCL, il y avait eu également un problème à la table de marque de Cholet, où leurs adversaires avaient eu un point de plus de compter. Enfin bref, c'était un petit peu 2 jours bizarres au niveau de l'arbitrage et de la table de marque. Tu m'étonnes. Mais à ce niveau-là, c'est quand même assez rare de voir cela. Faisons un petit point sur le classement, dont, on l'a dit, Paris invaincu, qui caracole donc en tête du groupe A, avec 2 victoires d'avance sur Beşiktaş et Londres, donc. Et ce sera très intéressant, car Paris peut prendre une grosse option sur le top 4, voire le top 2, car le prochain adversaire de Paris sera Beşiktaş. Paris qui va recevoir les Turcs le mardi 21 novembre. Il y aura également ensuite un déplacement à Ljubljana fin novembre et encore un déplacement à Vilnius le 6 décembre. Donc encore 2 jolis tests pour Paris. On peut vraiment dire que si Paris ressort encore avec 2 nouvelles victoires contre Beşiktaş et Ljubljana, bon, pour l'instant décevant, mais il faudra quand même réussir à s'imposer là-bas. Ce sera encore une preuve que Paris assoit un petit peu sa domination sur l'Europe, Corentin.
C'est ça. Grosse ambiance, je pense que les Turcs vont ramener une grosse ambiance à Paris et puis, attention, aux 2 déplacements, Ljubljana et Vilnius, même si, le projet de jeu a l'air carré. C'est, voilà, on rentre dans une nouvelle phase de la compétition là, faut pas l'oublier. Donc, je pense que, les joueurs vont se mettre en marche. Il y aura pas de souci, je pense. Et ben voilà, bon, d'après Corentin, il n'y aura pas de souci. Et il vous tease un petit peu le match contre Beşiktaş. Il y aura peut-être une grosse ambiance ou pas Oui. avec les Turcs. Donc voilà, ce sera en tout cas dans un peu moins d'une semaine à l'Arrêt Carpentier le mardi 21 novembre. En attendant, nous, on va s'arrêter là. Merci Corentin d'avoir été en ma compagnie. On vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux @ParisB-8 on air sur Twitter, Paris Bibolonnaire sur Instagram. Voilà, et puis nous, on se donne rendez-vous. Bon voilà, on a fait une petite exception, là on a fait après 4 matchs, on va essayer de reprendre notre rythme de 3 matchs pour les semaines suivantes pour se retrouver pour un nouvel épisode d'Eurocup. En attendant, merci Corentin et on se dit donc à très vite. Bye bye. Merci à tous, bye bye.